Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, l'opposition maintient la pression sur le gouvernement. Celui-ci a d'ailleurs convoqué le Parlement en session extraordinaire le 12 septembre 2017 pour se pencher sur les réformes constitutionnelles. Depuis son entrée en fonction en 2003, la Cour pénale internationale a ouvert 10 enquêtes dans 9 pays, dont 8 africains. Intellectuels, leaders politiques et société civile dénoncent un acharnement. Gros plan dans ce journal. Et puis en République démocratique du Congo, les médecins ont obtenu un gain de cause. Le paiement et la revalorisation de la prime de risque. Principale revendication sera augmentée de 57% en 2018. Au Togo, la tension est toujours palpable après 2 jours de manifestations sans précédent. Après la rue, le débat sur les réformes constitutionnelles s'invite à l'Assemblée nationale. Alors comment cette situation va-t-elle évoluer? Élément de réponse dans ce reportage d'Aimé Fakofi, notre correspondante à Lomé. Situation politique tendue au Togo. À Lomé, la capitale, au lendemain des manifestations des 6 et 7 septembre, des violences ont été notées notamment au quartier Bay, l'un des fiefs de l'opposition togolaise. Des manifestations de jeunes qui, pour beaucoup d'observateurs, ne devraient plus avoir lieu. Pour cause, un projet de loi pris en Conseil des ministres le 5 septembre 2017 a été introduit à l'Assemblée nationale. Il est relatif à la limitation de mandat et le mode de scrutin en vue de la révision de la Constitution. La majorité au pouvoir estime que la limitation de mandat, par exemple, ne peut pas prendre effet immédiatement. L'opposition ne veut pas entendre ça de ses oreilles. Ça, c'est déjà un blocage. Après toutes les manifestations auxquelles nous assistons ces derniers jours, on va revenir sur les mêmes problèmes autour d'une table de négociation. Les députés togolais se réuniront mardi 12 septembre en session extraordinaire et devraient se pencher sur le projet de loi portant limitation du nombre de mandats présidentiels. Un vote vivement attendu au Togo, mais des craintes subsistent selon certains observateurs. La troisième séquence qui va s'ouvrir probablement la semaine prochaine est incertaine. Il faudra discuter, peut-être de façon informelle, en amont, avant l'examen du projet en lui-même ou au sein de l'Assemblée nationale pour réunir cette majorité qualifiée afin de faire aboutir cette réforme. À ce jour, la configuration de l'Assemblée nationale ne permet pas aux partis au pouvoir d'opérer seuls les réformes principales réclamées par l'opposition, à savoir la limitation du mandat présidentiel et le mode de scrutin. D'où la nécessité pour l'ensemble de la classe politique de s'entendre sur le minimum afin de faire avancer le débat sur la question des réformes pour l'avancée politique et surtout économique du Togo, estiment certains analystes. J'ose croire qu'à travers ce qui s'est passé en Conseil des ministres, les esprits vont se calmer, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir. Nous espérons que nous aurons un lendemain meilleur par rapport à la paix, à la quiétude et de la marche du Togo vers un pays émergent et un pays démocratique. Le 7 septembre, le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a rencontré le président Faure Gnassingbé et le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre sur la question des réformes. Il a encouragé l'opposition togolaise qui désormais réclame une discussion sur les conditions du départ du chef de l'État à privilégier le dialogue. La Cour pénale internationale s'acharne-t-elle sur l'Afrique? Eh bien, cela ne fait aucun doute pour certains leaders politiques et membres de la société civile tchadienne qui appellent les dirigeants africains à se retirer du statut de Rome pour créer une juridiction africaine. Les détails dans ce reportage de Mahamer Ramadan, notre correspondant au Tchad. Au Tchad, les intellectuels et les leaders des partis politiques dénoncent cette semaine l'acharnement de la Cour pénale internationale à poursuivre les Africains. Selon ces derniers, 9 enquêtes judiciaires sur 10 actuellement ouvertes à la CPI visent particulièrement les pays africains. Ce qui prouve, selon eux, que cette situation est l'expression de l'impérialisme judiciaire des Occidentaux contre les pays du Sud. Ils estiment que la CPI viole le principe de complémentarité institué par l'article 17 du statut de Rome qui stipule que la Cour pénale internationale ne peut intervenir que si une procédure judiciaire n'est pas déjà engagée au niveau des États. Nous sommes indépendants il y a plus d'une soixantaine d'années et ce n'est pas en ce moment qu'on doit encore nous amener à l'extérieur de notre continent pour être jugés que ces crimes qui ont été commis sont d'une telle gravité qu'on ne saurait passer sous silence.
Mais il faut que la justice puisse se prononcer de manière équitable, que le droit soit dit. Des ressortissants de certains pays qui ne sont pas poursuivables et d'autres sont poursuivables. Et c'est sur ce point que nous ne sommes pas d'accord. D'après certains observateurs, près de 60 ans après les indépendances, il est temps pour les Africains de créer une juridiction africaine pour juger les Africains en Afrique. Mais cet avis ne fait pas l'unanimité auprès de ceux qui pensent que la mise sur pied d'une juridiction africaine ne fera que cautionner et protéger les dirigeants africains. Il faut responsabiliser les Africains pour qu'ils créent leur système judiciaire et puis ainsi de suite. Je pense que ça, ce n'est pas pour, n'est-ce pas, soulager la souffrance, bien au contraire. Si la CPI pouvait se donner des moyens pour avoir des coups de franche, pour juger tout le monde de la même manière, avec la même rigueur. Mais en dehors, n'est-ce pas, de ça, si elle a échoué, ce n'est pas, n'est-ce pas, une institution africaine qui va, n'est-ce pas, réussir. Pour rappel, 8 pays africains sont visés actuellement par des enquêtes judiciaires ouvertes à la Cour pénale internationale. Il s'agit de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda, de la Centrafrique, du Soudan, du Kenya, de la Libye, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Et parallèlement, les autorités de N'Djamena ont clôturé ce vendredi 8 septembre 2017 leur opération séduction des bailleurs de fonds internationaux. Près de 500 investisseurs ont répondu présents à la conférence de financement du plan national de développement du pays. Les promesses affichées sont encourageantes. Les 300 projets promus ont en effet reçu de nombreux engagements et les institutions publiques ne sont pas en reste. L'Union européenne a promis 925 millions d'euros, bien plus que les 442 millions d'euros annoncés fin 2013 pour la période allant de 2014 à 2020. Au Sénégal, le voile est enfin levé sur la composition du nouveau gouvernement, toujours conduite par Mohamed Boun Abdallah Dionne. L'équipe, composée de 39 membres, dont 8 femmes, est marquée notamment par des changements au ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de la Justice et par la création d'un département du pétrole. Et vu d'ensemble, il s'inscrit dans la continuité. Écoutons à ce propos Ibouba, journaliste politologue. Une continuité, oui, parce que c'est toujours l'ancien Premier ministre qui est là et qui sait très bien donc les gages qu'il attend. Et là, présentement, on sait que les Sénégalais ne sont pas très contents donc de l'actuel président de la République. Il y a les échéances donc de l'année 2019 qui sont là. Nous sommes à 18 mois donc des élections présidentielles. Il va falloir essayer de poser les bonnes brèches. Ceci étant, il a essayé quand même de tendre la main à l'opposition. Mais je ne crois pas qu'il y ait une possibilité dans ce sens-là. Donc, ce qu'il faudra faire pour s'armer pour l'année 2019, donc il va falloir essayer donc de poser, d'amener plutôt des ministres qui ont été convaincants, qui ont pu quand même marquer leur signature au niveau de leur zone, afin que 2019 soit une chance gagnante pour le président Sall. En République démocratique du Congo, les médecins remettent leur blues. Ils ont mis fin ce mercredi 6 septembre 2017 à leur mouvement de grève après avoir obtenu l'augmentation de leur salaire mensuel. On fait le point tout de suite avec Patricia Solange-Dubois. En République démocratique du Congo, les médecins du secteur public ont obtenu gain de cause ce mercredi 6 septembre. 2 semaines après avoir entamé une grève, ils réclamaient l'augmentation de leur salaire mensuel à $1000 contre $350 actuellement. Le représentant du syndicat national de médecins, SINAMED en sigle, avec le banc ou la délégation gouvernementale, ont signé un accord. Et dans cet accord, il est stipulé que l'État congolais s'engage à remettre le médecin de la République
dans ses droits. La République démocratique du Congo est actuellement confrontée à une crise économique. Le taux d'inflation atteint aujourd'hui les 50%, tandis que le franc congolais a perdu 30% de sa valeur, ce qui représente une menace pour le pouvoir d'achat des ménages et l'économie du pays. À dire vrai, dans les contextes actuels, vu l'environnement politico-socio-économique, même si on fait descendre les anges du ciel, le gouvernement n'est pas capable de payer les fonctionnaires au taux budgétaire de 1452 francs congolais le dollar. Mais où est la solution maintenant? Quelle est la solution? La solution se trouve dans la négociation. C'est-à-dire, le gouvernement doit bien expliquer la situation au niveau des fonctionnaires. Selon le principal syndicat des médecins du pays, le SINAMED, environ 35 000 médecins à travers le pays n'ont pas été payés au cours de l'année 2016. Le gouvernement a déclaré qu'il mettra en œuvre l'augmentation de salaire des médecins en janvier 2018. Du sport à présent, après les dames, place aux hommes. Le coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations masculin de basketball 2017 a été donné ce vendredi 8 septembre au Sénégal et en Tunisie, qui ont accepté d'accueillir la compétition après les désistements du Congo et de l'Angola. On peut noter une bonne entame de compétition pour l'Égypte qui a dominé le Mozambique 75-47 dans la poule D, grâce notamment à Mustapha El-Mek Aoui, auteur de 13 points et 8 rebonds. La République démocratique du Congo s'est quant à elle inclinée 82-87 face au Mali au terme d'un duel très serré. Côté Mali, Mamadou Kanté a été le joueur clé avec 22 points inscrits et 3 rebonds. Côté Congo, c'est Hervé Kabasele qui a été l'homme du match avec 25 points et 8 rebonds. Et sachez que la Fédération camerounaise de football a son nouveau comité de normalisation. Le président et les membres ont été désignés ce 8 septembre 2017 à Yaoundé par Véron Mosengo Omba, directeur des associations CAF-FIFA et président de la mission FIFA-CAF qui séjourne à Yaoundé depuis le 6 septembre 2017. Gérer les affaires courantes de la FECAFOOT, élaborer de nouveaux statuts et organiser des élections d'un nouveau comité exécutif de la FECAFOOT sont entre autres les missions de ce comité de normalisation qui sera donc présidé par Dieudonné de Happy. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.